Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré quoi que ce soit. Il va s'agir d'un vlog là pour Age of Sigmar. Euh, Normalement, j'ai prévu plusieurs vlogs à vous mettre en ligne d'ici la semaine prochaine. Euh, cette première vidéo là va faire le lien entre mon vlog passé, précédent, un peu salé, très salé, sur l'édition actuelle du jeu, la troisième édition de Age of Sigmar, et... alors la musique est encore un peu forte, pardon, je vais la baisser. Voilà. Et donc, et celle en cours, enfin la précédente, l'actuelle, et ce qui va arriver de la de Age of Sigmar. Je me suis préparé un petit script parce que je veux pouvoir m'exprimer plus clairement que dans le vlog précédent. Et voilà. Voilà, je vais arrêter de sortir des clous de mon script et je vais rentrer dedans. Donc, en tout premier lieu, je tiens à reconnaître par avance la nuance de mes propos. Hein. Enfin voilà, mes propos sont nuancés. Je vais vous expliquer. Je suis clairement un très grand fan du travail de Game Workshop, leurs figurines, leurs jeux de plateau, leurs livres, les jeux vidéo. Je pense qu'ils ont excellemment réussi leur transition numérique depuis les années 2010. Ils font de gros efforts pour améliorer leur communication directe avec la ou les communautés de joueurs et de clients de leurs produits. Je pense qu'en tant que fan, joueur et client, il est aussi dans notre rôle de saluer le travail bien fait, tout comme de le critiquer et aussi de remarquer, de signaler et de pointer du doigt lorsque nous estimons que ce travail n'est pas bien fait. En ce qui me concerne, si je pense que AOS, donc Age of Sigmar, est un super jeu, en constante progression et s'améliorant, mon constat permanent est que le travail n'est pas bien fait. Il y a en permanence des problèmes de concept, des problèmes de conception, des problèmes au niveau des idées qui ne sont pas corrigés dans le processus de rédaction des différents livres de règles qui sont par la suite mis en production et mis en vente, donc à notre disposition, nous, clients. Et étant donné l'expérience et l'expertise des équipes de Game Workshop dans la rédaction de règles, je trouve cela très pénible à subir en tant que hobbyiste, voire même difficilement admissible. Si souvent j'essaie d'adopter le point de vue que des règles de jeu sont en fait fonctionnent bien pour restreindre le joueur et que le plaisir vient aussi de la frustration, que ce soit à nous de nous adapter au concept proposé par Game Workshop, que cela fait partie de l'identité de chaque armée, voilà, d'avoir un mode de gameplay précis et de s'adapter et de réussir à conquérir ce mode de gameplay pour en tirer le meilleur parti. Il arrive inévitablement que lorsque je lis certains livres sortis depuis 2021 et 2022, je n'arrive pas à adopter ce point de vue d'ouverture d'esprit pour m'adapter à chaque nouvelle armée, et à son fonctionnement et à son identité. Alors en tête, je pense au travail que j'estime lamentable sur le second Battle Tome des Beasts of Chaos, mais j'en pense pas beaucoup moins sur le livre des Disciples of Tzench, et plus le temps passe, et plus j'ai du dédain pour le travail effectué sur le livre des Stormcast Eternal. Mais je suis un peu plus indulgent parce qu'il est le premier livre de chaque édition de jeu, et qu'il a plus ou moins pour rôle de donner la teneur, d'être la nouvelle unité de mesure, de balance de la nouvelle édition. Donc forcément, on va y trouver tous les défauts et toutes les qualités de cette nouvelle édition, tout en conservant les qualités et les défauts des éditions précédentes que l'équipe de développement a oubliées ou n'a pas eu le courage de corriger, et cela parce qu'ils ont beaucoup de mal à analyser les erreurs produites dans leurs concepts initiaux. Sciemment ou non. Hein. Entre 2022 et 2023, ça m'a tellement gavé que j'ai tout simplement fait l'impasse sur le précédent manuel du général, sur les héros de Galais, la fameuse saison 2. Ça fait 1 an que je joue que à la saison 1. Voilà. À portée de main, j'ai le bouquin de la saison 1, et le bouquin de la saison 2, je l'ai même pas acheté. Par contre, j'ai effectivement commandé le bouquin de la saison 3. Bon, après, j'ai fait qu'une seule partie par mois, à peine, depuis l'été 2022, donc je n'ai été qu'un joueur très occasionnel. Et c'est aussi pour ça que j'ai très peu publié de contenu sur Age of Sigmar. J'ai passé beaucoup plus de temps, enfin, c'est évident, à
à lire les bouquins. Bon, là, il y a derrière Disciple of Change, est-ce que je sais pas, attendez, faut que je mon retour vite fait. Ouais, si vous voyez là dans mon retour, derrière Disciple of Change, il y a Beast of Chaos, derrière il y a les Night Hunt et les vampires là, j'ai oublié leur nom, Grève machin chose, Grève bidule. Où est-ce qu'ils sont? Condoléances Death, ça s'appelait comment? Sublight Gravelord, c'est ça. Donc tout ça, j'ai pas acheté les bouquins d'armée pour lesquels j'ai que très peu de temps à accorder, parce qu'en fait c'est des armées que je collectionne pas du tout. Donc bah effectivement j'ai pas Slanesh, et voilà. Enfin, je parle des armées récentes hein, qui sont sorties. Et j'ai pas acheté aussi, je me suis empêché, je me suis retenu d'acheter le livre des hommes lézards, enfin des séraphons, parce que j'avais juste pas le temps de m'y consacrer. Déjà que j'ai qu'un temps très limité à consacrer au hobby, malheureusement, dernièrement. Revenons, revenons sur notre sujet. Donc nous voilà en juillet 2023. Le manuel du général 2023 vient de sortir, la grande majorité des joueurs ne l'ont pas encore reçu, mais tout le monde a déjà un avis sur ce qui va être abusé ou non. Sauf que ça fait déjà... Alors, maintenant on est le 18, donc ça fait 12 jours qu'est sortie la mise à jour des Battle Tomes, et finalement la majorité des options et risques d'abus ont été a priori fermés. Hein, en l'occurrence, ni Alarielle, ni le Warsong revenant des Sylvanettes, ni Skargroth le Loon King des Gloomspy ne pourront effectivement booster leurs dommages et leurs sorts de Warscroll personnels via nos fameux dés de magie primaire qui sont introduits dans cette nouvelle saison. On pourrait même dire qu'ils ont été nerfés, puisqu'ils doivent maintenant considérer le résultat du jet de leur lancement non modifié, c'est-à-dire que si avant une petite synergie ou une aptitude leur donnait un +1 ou +2 en lancement de sort, ce bonus n'est plus pris en compte dans cette nouvelle saison, ce qui était le cas avant. Bon, si vous n'aviez pas tout à fait suivi les petites polémiques ou inquiétudes très enflées, parce qu'on en a trop parlé concernant ces 3 héros, bah c'est pas grave. Hein, dites-vous que l'éventuel risque qui était soulevé par ces héros eh ben, a été corrigé dans la FAQ qui est immédiatement sortie, donc en même temps que la mise à disposition des manuels du général pour les casteurs anglophones, francophones, hispanophones, tout ça, qui ont pu les présenter sur Internet, et en avance, sans forcément, bah, du coup, prendre en compte la FAQ qui était a priori à peu près disponible dans les mêmes eaux pour eux. Alors attention, hein, les 3 unités dont on parle restent extrêmement fortes, et ou au moins intéressantes pour l'avenir à venir. Hein. Alarielle, Skragroth et tout ça, ils sont pas devenus, en fait, ils sont pas passés en l'espace de quelques heures de héros ultra cheatés à bah en fait on va pas les jouer. Bon déjà parce que ça reste en fait d'excellents tueurs de héros. La nouvelle règle Attention Messire rend inciblable à plus de 12 pouces les héros ayant une blessure, une caractéristique de blessure de 9 ou moins. Donc on est ici. Voilà, vous voyez, la règle a été entièrement mise à jour. Donc voilà, les héros ayant une blessure de 9 ou moins, tant qu'ils sont à 3 pouces de 3 figurines de même unité de leur armée, mais uniquement si les attaques dépendent d'armes de projectiles, donc tout comme dans la saison précédente, les sorciers, snipers, assassins auront un impact massif sur cette nouvelle saison. Oui, certains de ces héros ont des sorts à très courte portée, hein, en l'occurrence le Warsong Revenant a effectivement un sort plutôt à courte portée, mais bon, on s'en bat les reins, hein, les spells portals existent toujours, hein, et seront de toute manière systématiquement utilisés dans cette saison à venir. Alors leur règle a un tout petit peu été changée sur quel est le sorcier ou les sorciers qui ont accès et qui peuvent bénéficier du sort. Je crois que dans les faits... Pardon, c'est mon ventre qui fait un peu de bruit. C'est pas grave, on s'en fout. Dans les faits, je sais plus ce que je voulais dire, parce que c'est un sort que je n'utilise pas, alors que je suis joueur de Tsench. Bah justement, je m'en bats les reins de ce sort. Que les autres l'utilisent s'ils veulent. Ça me casse les couilles de jouer des figurines et des modèles qu'on voit dans toutes les listes. Donc,
Voilà, on a pointé du doigt tous les trous dans la raquette. Enfin, ils ont. Parce que moi, j'ai pas posté, mais les gens beaucoup de gens ont pointé du doigt tous les trous dans la raquette. Ça fait partie de l'activité d'analyser, de critiquer le jeu, c'est normal. Mais revenir systématiquement dans son discours, c'est prendre le risque de ne pas avoir l'esprit ouvert sur le reste des options de gameplay disponibles dans cette nouvelle saison. Ça, c'est un petit reproche que j'ai à faire, je trouve, aux commentateurs réguliers des livres, des règles et du jeu, qui sont donc nos chères grandes chaînes YouTube francophones, dont je suis les vidéos assidûment et avec énormément de plaisir. Donc voilà, oui on sait que Tsench et Sublight Gravelord ont à disposition des objectifs secondaires bien plus accessibles que la majorité des autres Battle Tomes. C'était déjà le cas dans la saison précédente, ça n'allait pas changer. Et donc, le problème n'est pas... Est-ce que le problème vient de la conception des premiers bouquins que sont Stormcast Eternal et Orruk Warclan, pour ne citer que, parce que c'était les deux premiers de la nouvelle, de la troisième édition, ou est-ce que le problème vient de ces bouquins plus récents qui, en fait, peuvent se permettre de jouer avec moins de contraintes, on va dire. Donc, moi j'aurais préféré, au contraire, que ces fameux commentateurs nous parlent des options ouvertes pour ces autres Battle Tomes, qu'on n'a pas tous chez nous, en l'occurrence, mais que eux ils connaissent assez bien. Notamment parce que ils sont notamment des joueurs beaucoup plus assidus que moi qui suis juste vraiment entre guillemets un joueur de garage, quoi. Donc voilà. Alors, par exemple, le fameux objectif secondaire tactique de bataille qui demande d'avoir 3 unités à 6 pouces du bord de table, dont 2 en dehors de votre territoire. Moi, personnellement, quand j'ai entendu ça, j'ai immédiatement pensé aux unités d'avant-garde des Stormcast, les Hunters et les Paladors. Pardon, j'ai mon ventre qui n'arrête pas de faire de bruit, ça ne devrait pas le faire, on s'en fout. Les Hunters et les Paladors, qui sont vraiment des unités qu'on ne voit quasiment pas dans les armées Stormcast. C'est simple, leur TP les oblige à se positionner à 6 pouces du bord de table, ça pour les Hunters. En plus, actuellement, à 100 points, ils ont perdu 10 points, ils sont clairement sous-évalués de 10 points. Vous n'avez pas de raison de les faire passer de 110 à 100. Outre en fait, la raison du fait qu'ils ne sont pas joués, d'un point de vue équilibrage d'unités, à 110 points, ils étaient plutôt correctement évalués, je trouve. Et clairement, je pense que quand on est en train de parler de passer de 100 à 90, de 100 à 110 ou à 120, la marge de 10 points, elle est importante. C'est pas comme si on faisait passer une unité comme Nagash de 165 à 155, là les 10 points, ils paraissent un peu... on s'en fout, ils paraissent ridicules. Même si aujourd'hui Nagash est passé de 965 à 900, ce qui est un autre débat. Là, en l'occurrence, en ce qui concerne les Hunters, les faire passer de 110 à 100 points, d'un point de vue équilibrage, ce n'est pas logique. Ils étaient très bien, ils étaient, je pense, parfaitement costés à 110 points. Les faire passer à 100 points, c'est uniquement parce que c'est une unité qui n'est pas jouée. Pour plein de raisons, et qui n'est pas en rapport au fait que les Hunters soient une mauvaise unité, mais au fait que c'est un problème de conception vis-à-vis des Stormcast en général, et vis-à-vis de la pléthore d'unités qu'ils ont, et la pléthore d'unités qui font tous la même chose. Mais ça, on en parlera dans le prochain vlog, puisque le prochain vlog sera consacré au Stormcast. Et celui d'après, à Tsench. Donc, j'en étais où? Donc, en l'occurrence, effectivement, je me dis, moi, quand je lis on appelle ça, un objectif secondaire qui permet de marquer ces petits points en se repositionnant rapidement, en se téléportant, notamment en ayant comme contrainte de se trouver le long des bords de table. Là, je me dis, c'est facile, c'est gratuit pour les Vanguard. Donc peut-être qu'effectivement, ça va offrir des options de jeu où on va se dire, de toute façon, effectivement, ils sont un peu compliqués à mettre en place et à rentabiliser aujourd'hui dans nos armées. Enfin, ils sont pas... C'est clair, en fait... sont peut-être trop polyvalents, du coup pas assez efficaces, pas assez spécialisés, pas assez précis, les Vanguard. Mais au moins je sais que si j'en ai au moins une unité, je me facilite grandement la réalisation de cette, ou deux, la réalisation de cette de ce fameux objectif secondaire. Alors vous allez me dire, on va pas mettre 200 points pour réaliser un objectif secondaire dans la partie. Je suis bien d'accord, c'est vrai. Mais c'est un argument pour eux. L'intérêt des Hunters, c'est que leur téléportation se fait à la place d'un mouvement normal. Vous ne pouvez pas l'utiliser à la place d'un repli, ils ne peuvent pas être engagés.
Les Paladors, eux, oui. Les Paladors peuvent effectuer leur TP à la place d'un mouvement normal ou d'un repli. Et maintenant qu'ils sont à 190 points, ils commencent tout juste à avoir une valeur correcte. En vérité, comme ils n'ont qu'une pénétration d'armure de 1 et pas de blessure mortelle, la pente descendante engagée par Game Workshop sur toujours plus d'armure fait que le macro gameplay ne leur est pas favorable. C'est pourquoi je pense qu'ils devraient être à 180 points, voire même 175 points. Mais au moins, on se retrouve aujourd'hui avec, je trouve, des Vanguard Palador qui sont... que je n'ai... J'ai moins de scrupules à les poser sur le champ de bataille. C'est-à-dire qu'avant, à 200 points, j'en jouais 3, parce que vraiment, j'adore l'unité, j'adore les figurines, mais, mais vraiment, ça m'arrache la gueule de dire, vraiment, je les mets parce que je les aime beaucoup. Bon, bah là, en fait, finalement, ce petit truc qui me faisait un peu tirer la langue quand je l'avais fait dans ma liste d'armée, le fait qu'ils aient perdu 10 points, fait qu'aujourd'hui, je tire plus la langue. C'est au moins ça. Même si, ils sont toujours trop chers. Mais, ils sont trop chers à cause des options de jeu qui sont autour d'eux. C'est plus compliqué que ça lorsqu'on voit par rapport à ce qu'il y a dans d'autres armées. Non, si, ils sont trop chers parce que aussi ils n'ont pas des traits de bataille incroyables. Bon. Focus. Alors, je ne vais vous parler que des armées que je collectionne et joue parce que malheureusement, je n'arrive plus à prendre le temps de m'intéresser aux autres armées, d'un point de vue analyse de Battle Tom. Donc personnellement, je collectionne et joue Stormcast Eternal, Disciple of Tzeentch, Trogoth, et j'ai 2000 points de Slave to Darkness et 2000 points de Cruel Boils qui sont en cours de montage peinture et qui prennent la poussière. Et j'ai surtout envie de vous parler de Stormcast et de Tzeentch. Donc ce sera l'objet des 2 prochains vlogs, comme je vous l'ai dit. Parce que j'ai entendu dire que Stormcast n'allait pas spécialement tirer son épingle du jeu à cette saison, en comparaison de ses performances au cours des 2 saisons précédentes. Et je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que c'est pas vrai. En ce qui concerne Tzeentch, j'ai assez ruminé tout le sel que j'ai sur ce 3ème Battle Tom, et j'ai envie de vous proposer mes 1 ou 2 options de jeu pour cette armée, qui, je pense, sont très très mauvaises, mais je vais quand même vous en parler parce que, de mon point de vue, c'est symptomatique du pourquoi le 3ème bouquin de Tzeentch est le moins bon boulot de Game Workshop sur cette armée, en l'occurrence de Tzeentch. En fait, plus j'y pense, et plus je suis assez convaincu que le 3ème livre de Disciple of Tzeentch est le pire des 3 qui a été fait en termes de travail et de conception. En termes de réflexion sur l'armée, je pense que c'est véritablement le moins bon le moins intéressant, le moins bon travail qui a été fait depuis 2016. Sur les Disciple of Tzeentch. Je dis pas que c'est le pire bouquin qui a été produit depuis le début. Je pense pas que ce soit le pire bouquin qui soit produit depuis 2016. Le pire bouquin qui, si vraiment je devais faire... le truc, c'est que j'ai pas lu tous les livres. Dans l'ensemble, c'est quand même du plutôt bon travail, ce qui a été fait. Enfin, plutôt bon travail, quand même. Ben voilà, les gens ont joué leurs livres, les gens ont joué leurs armées. Franchement... je sais pas si c'est le 1er ou le 2ème livre, Beast of Chaos, qui est le pire travail qui a été effectué depuis 2016, mais c'est possible. Bon. Donc, nous sommes tout juste à une année de la V3 d'AOS. Est-il prévu une V4 en juillet 2024? Je ne sais pas. A priori, oui. Une nouvelle version de jeu n'a d'intérêt que s'il y a une ou plusieurs modifications majeures à apporter au corps de règles principales, et jusque-là, Game Workshop a réussi à faire évoluer les règles de manière progressive via le système du manuel du général, et en bousculant la metagame, en testant des configurations d'armées plus ou moins inédites, et en sortant un nouveau Battle Tom, ou en calmant la méta sans trop prendre de risques en ne sortant un Battle Tom juste pour harmoniser l'armée au gameplay actuel. Voilà. Je pense, parce que j'ai travaillé plusieurs années dans le milieu de l'écriture, la correction, la mise à jour et le conseil de règles formalisées destinées aux développeurs et au développement de logiciels informatiques. Je pense qu'aujourd'hui, en 2023, l'équipe de développement des règles sur AOS n'est pas au niveau de l'expérience et de la rigueur que ce jeu, AOS et Age of Sigmar, est en droit d'exiger. Au vu de l'expérience de Game Workshop en création de jeux Wargame, et au vu du succès d'Age of Sigmar en tant que jeu. Je dis cela très très sérieusement. Il y a des tas de choses écrites dans les Battletomes qui sortent aujourd'hui au quotidien et qui font qu'on s'interroge vraiment sur la manière dont ou ont travaillé les auteurs dessus, c'est-à-dire sans ouvrir les autres bouquins sortis depuis un an. Est-ce qu'ils travaillaient encore, comme à l'époque de Warhammer Fantasy Battle, où la conception du bouquin et de ses règles était confiée à une personne qui allait se faire conseiller par deux, trois autres types en fonction de ses besoins? Parce que si c'est cela expliquerait beaucoup de choses quant à certaines libertés de combo, de désintérêt total de mise au placard de certaines unités, comme on peut le voir depuis le tout début d'AOS en fait.
Je pense que les règles de base actuelles sont incomplètes, notamment parce qu'elles ne sont pas assez transparentes, parce que les concepteurs ne sont pas assez clairs sur comment ils équilibrent les unités les unes avec les autres. Pour ne pas perdre de temps ou à refaire le monde, je vais juste vous poser quelques questions. C'est quoi la valeur des tailles de socle? C'est hyper important en fonction du rôle de l'unité sur le jeu, hein, que une unité, qu'on puisse avoir plein de figurines sur du socle de 25, qu'un héros soit sur un socle de 50 ou de 60 ou de 40 mm, ou sur un socle de volant, etc. C'est quoi la valeur est-ce qu'ils sont capables de... Est-ce que c'est quelque chose qu'ils prennent en compte dans la conception de savoir quelles figurines, quelles règles sont posées sur quelle taille de socle, quelle aura ça représente. C'est quoi la valeur des traits de bataille? Il y en a qui, de toute évidence, augmentent artificiellement le coût de toute l'armée, comme pour Tsen chez Nighthaunt. Hein, mais qu'en est-il quand on tombe sur une armée qui peut se permettre d'ignorer ou de nullifier l'impact du trait de bataille qui a eu, elle, un coût initial sur nos armées? Alors vous allez me dire, c'est le concept du pierre, feuille, ciseaux. Ouais, c'est vrai qu'en gros, c'est du gamble. Genre, pas de bol, en fait, t'as pas la bonne armée. C'est juste ça, en fait, le jeu. C'est quoi la valeur d'un élément de décor d'armée? C'est juste un trait de bataille? Mais ça prend de la place sur le terrain. C'est un socle, en plus. Non neutre. Particulier. C'est évalué? Bah non, c'est pas évalué. Enfin, pour l'instant, c'est pas évalué. C'est quoi la valeur d'un niveau de magie? Si le duc du changement est de niveau 2, c'est uniquement une question d'équilibrage, parce que d'un point de vue lore, ça fait aucun sens. C'est quoi la valeur de l'infanterie légère, de l'infanterie lourde et monstrueuse? La cavalerie légère, lourde, monstrueuse, c'est quoi leur valeur? Parce qu'ils ont des socles qui leur correspondent, même s'ils sont pas identifiés comme tels. Bon, a priori, ces valeurs, c'est pas pris en compte, hein. C'est ça la réponse. Parce que cela vous laisse la liberté de concevoir... Enfin, ça leur laisse la liberté de concevoir les unités comme exactement ils ont envie. En fait, le fait de pas prévoir ces petites cases fait qu'ils peuvent créer n'importe quoi. Ils sont pas restreints. Sauf que du coup, quand vous vous retrouvez à devoir équilibrer les unités une par une, au lieu de pouvoir les concevoir dans un template prééquilibré, on se retrouve aujourd'hui avec des gros soucis d'équilibrage et à faire des plus 10, plus 20 points en permanence. Et avoir des unités qui sont juste jamais jouées parce que elles sont pas de... Soit elles sont pas jouées parce que en fait l'unité d'à côté fait la même chose pour un coût en points relativement équivalent et mieux, et incomparablement mieux souvent. Soit juste en fait elles sont pas leur place sur le champ de bataille parce qu'elles sont juste pas jouables en tant que telles. Et... Voilà. Donc cette manière libre de concevoir les unités ne fait en fait pas beaucoup de sens, je trouve, hein, parce qu'elle ne correspond pas du tout à notre réalité historique, où chaque type de combattant a été pensé et conçu pour avoir un rôle identifié sur le champ de bataille. Et la guerre est un jeu de pierre, feuille, ciseaux. La guerre, en réalité, est un jeu de pierre, feuille, ciseaux. Et ça fonctionne encore aujourd'hui, comme ça, même à notre époque de guerre moderne, avec l'ajout de l'informatique, et d'une guerre décentralisée à distance et tout ça. Même encore aujourd'hui, avec cette nouvelle composante, ce système de pierre, feuille, ciseaux s'applique toujours pour faire la guerre. Et ce système-là est sciemment pas respecté dans Age of Sigmar. Alors, je crois qu'il a fonctionné pendant un certain temps dans Warhammer 40 000. Je ne pense plus qu'il fonctionne exactement comme ça aujourd'hui dans Warhammer 40 000. Je pense que le jeu serait bien plus agréable si Games se réimposait ce genre de règles. Je conclus sans l'aide de mon script. Aujourd'hui, je suis En fait, j'adore Age of Sigmar. Vraiment, j'adore l'univers. J'adore les règles, j'adore les figurines. Mais, dans la pléthore de règles super, qui fonctionnent très très bien, qui permettent d'avoir des armées qui s'affrontent de manière plus ou moins équilibrée, c'est difficile. Eh bien, Game Workshop a vraiment
vraiment fait le choix de se compliquer la tâche. À eux, et du coup à nous. Et pour moi, ce qui m'agace, c'est que y a clairement, en fait, un manque de réflexion de leur part sur... Et en fait, sur le fait qu'ils sont pas capables de se rendre compte qu'ils se sont compliqués la tâche. Et quand je dis pas ça en disant les pauvres, ils se sont compliqués la tâche, c'est difficile et tout ça. Genre, non, ils sont trompés. Pour moi, c'est une évidence. Alors, je dis pas qu'il faut forcément tout solutionner en ayant le pierre, feuille, papier, ciseaux, mais s'il y a une accumulation de choses dans leur travail qui fait qu'ils se sont trompés et qui aujourd'hui font que c'est chiant, quoi, c'est gavant. C'est gavant, au bout d'un moment. C'est gavant de avoir un travail slacké sur les Beasts of Chaos, d'avoir un premier livre qui sont... Bah ok, le premier livre, il est... ok, c'est au moins ça, il permet de jouer l'armée, de passer de prendre nos vieilles figurines sur socle carré, de pouvoir jouer les Beasts of Chaos, Age of Sigmar, et puis on leur file un élément de décor et trois très jolis, et puis trois superbes figurines de sorts persistants, c'est super. Et bon, les règles étaient carrément bancales, et puis d'un point de vue lore, entre les règles des unités et le lore, il y avait un énorme décalage, mais c'était pas grave, au moins l'armée était jouable. Même si son identité n'était pas respectée, et les figurines n'étaient pas respectées en tant que telles, c'est pas grave. Bon bah, on se dit que combien il se passait 2-3 ans d'écart entre les deux bouquins. On espère quand même qu'il y ait un petit peu de boulot qui soit fait autre que de sortir une figurine. Alors vous allez me dire, ouais, si, il y a eu une unité Warcry ou une unité Underworld. Ça va rien dire, hein, on s'en bat les reins. Oui, ça fait des jolies figurines en plus, c'est cool, c'est toujours ça de prix, mais dans les faits... elles sont pas proprement parlé jouées dans Age of Sigmar, et là on parle quand même d'un livre d'armée pour Age of Sigmar, donc resocler en fait véritablement, faire un passage de V1, V2 à V3 pour une armée dont on n'a pas du tout pris soin, bah, c'était l'occasion d'en prendre soin et ça n'a pas été fait, donc en vrai, moi je suis pas joueur Beasts of Chaos, j'aurais pu l'être, j'aimerais beaucoup l'être, mais si j'étais joueur Beasts of Chaos, je pense que j'aurais vraiment pété un câble. Autant que j'ai failli péter un câble quand j'ai vu le troisième bouquin de Disciple of Sense, hein, dont je pense pas moins du travail qui a été effectué dessus. Parce qu'en fait, clairement, le troisième bouquin de Disciple of Sense, c'est juste... on n'est pas satisfait de leur point de vue. Hein. J'imagine que le gars, il s'est dit, je suis pas satisfait de comment fonctionne l'armée dans la version 2 en V2 de AOS. De toute évidence, c'est une armée qui pose beaucoup de conflits et d'engueulades sur les forums de joueurs. Il y a beaucoup de retours négatifs. Qu'est-ce qu'on fait avec ? En fait, ils ont... complètement sabré les aptitudes et les caractéristiques de toutes les unités, ils ont juste créé un socle de traits de bataille très très fort pour compenser le reste, et du coup, en fait, le problème d'avoir un seul socle de traits de bataille très fort, eh ben, c'est que on ne peut que jouer dans le prisme de ce socle de traits de bataille très très fort, tout ce qui en fait ne correspond pas à toutes les unités ou les sous-factions qui en fait ne sont pas adaptés, parce que c'est le cas, à cet unique point de vue du trait de bataille très très fort, en fait ces unités-là en fait sont juste pas jouables avec ce bouquin. Donc c'est assez triste. Donc c'est, enfin, on en parlera dans 2 vlogs. Je vais m'arrêter là. Sur ce vlog. En gros, voilà. En gros, vous ai partagé mon point de vue sur aujourd'hui l'état actuel du jeu qui ne me plaît pas. Putain, c'est triste quoi, en fait, ça me rend triste. Bon, on va en parler au prochain vlog, parce que du coup, là, ma situation, c'est que je m'arrache les cheveux sur... Enfin, je m'arrache les cheveux. Je me questionne beaucoup sur des listes d'armées, et j'ai envie d'avoir votre avis. En vrai. Voilà. À plus tard. Ciao. Je vous remercie pour votre attention.